100% où on est certain qu'il faut que ça soit évacué, mais on a trouvé qu'on est mieux de préparer les gens d'avance. En 1642, les Français débarquent à l'emplacement de Montréal pour fonder une colonie. Lors des premières années, les colons doivent surmonter plusieurs obstacles. Les Français sont arrivés fonder une colonie. C'était la troisième colonie de la Nouvelle-France. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était une zone géologiquement active. Nous sommes ici dans la zone de la région des Montérégiennes. Quand même plusieurs volcans qui sont toujours actifs aujourd'hui. Mais eux, ils ne savaient pas. La collecte de renseignements n'est pas toujours facile, étant donné que plusieurs archives ont été détruites par le feu en 1892. Notre géologue part à la recherche de tout ce qu'il peut trouver. Monsieur Gaspé, monsieur Rafal, enchanté. Comment est-ce que je peux vous aider? Oui, donc c'est ça, discuter au téléphone. Avec la carte de la montagne, vous allez voir tout ça. Son relief, sa géologie, son histoire, toutes sortes d'informations qui vont vous aider à mener à bien votre recherche. Parfois, il est préférable de se rendre sur les lieux. Avec un historien, le Dr Hoffman part pour une petite balade sur le Mont-Royal. C'est un souvenir du premier hiver passé à Montréal. Lors de ce premier hiver, le volcan s'est éveillé. Maisonneuve, ayant peur pour sa nouvelle colonie, a prié à Dieu pour arrêter la coulée de lave. Et en reconnaissance du soutien de Dieu, il a posé une croix sur la montagne. Notre croix moderne aujourd'hui rappelle ces événements dramatiques de la fondation de Montréal. Plusieurs traces existent pour témoigner de ces épisodes tragiques. Dans les années 1870, le parc devient de plus en plus convoité par les citoyens de la ville de Montréal. Donc on fait appel à l'architecte paysagiste Frederick Law Olmsted, celui-même qui a créé le Central Park de New York. Et en 1876, on ouvre le parc du Mont-Royal. La demande d'accès au sommet de la montagne devient tellement forte qu'à la fin du 19e siècle, on construit un funiculaire pour escalader la côté de la montagne. Mais avec la recrudescence d'activités volcaniques, les gens commencent à utiliser le funiculaire de moins en moins. Et finalement, à la fin des années 50, on pense à l'enlever. Et le funiculaire est fermé, démantelé en 1961. Voici ce qui en reste aujourd'hui. Donc, derrière moi, le cratère du volcan, justement, c'est ici qu'on a eu l'éveil en 1952. Un séisme de 5,2 que les gens ont ressenti jusqu'à Québec et Ottawa. On a eu une coulée de lave seulement. Heureusement, ça n'a pas créé beaucoup de dégâts, mais quand même, on a eu peur. L'expertise acquise au fil des années a empêché la catastrophe, car pour certains, une soirée de patinage aurait pu tourner au drame. C'est tous les sites que nous avons sur la montagne pour surveiller justement le réveil potentiel du volcan. Ici, c'est le plus important. Nous avons plusieurs instruments, par exemple, évidemment, le sismographe. Et puis, c'est 24 heures, 7 jours sur 7, toutes les données sont envoyées à l'Institut volcanique du Québec. C'est ce tour de transmission derrière moi. Le Mont-Royal est convoité par des milliers de touristes tous les jours, ce qui complique les interventions des volcanologues. Donc, on voit clairement que la population, il y a beaucoup de gens qui habitent près de la montagne ici, comme on dit plutôt 2 millions d'habitants. Mais on voit plus loin d'autres montagnes qui font aussi partie de la chaîne des Montérégiennes, cette chaîne de volcans actifs. En 1969, justement, le volcan que vous voyez là-bas, le mont Saint-Hilaire, a entré en éruption. Malheureusement, il y a une cinquantaine de personnes qui n'ont pas réussi à se sauver à temps.
il y a une nuée ardente qui est descendue de la montagne. Quand on parle de nuée ardente, c'est un nuage de gaz toxique qui se déplace à 500 km/h. À l'intérieur de ce nuage-là, la température peut atteindre jusqu'à 700 degrés Celsius. Donc, si tu es pris dedans, tu n'as aucune chance de survivre. Juste par exemple, on a une université directement au pied du volcan. C'est l'université McGill. Il y a 40 000 étudiants ici. Mais qu'est-ce qui incite les gens à vivre près d'un volcan? Dr. Hoffman se rend chez un des nombreux voisins de la montagne. Oui, oui, j'arrive. Bonjour. Bonjour, Monsieur Cluzin. Oui, c'est ça, Karim, Oui. Karim Fruzin. Dr. Stéphane. Enchanté. Enchanté. Bah, bienvenue. Non, 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 vous pouvez garder vos souliers, pas de soucis. Je vois que vous aviez acheté de nouveaux meubles. Bah oui, en fait, c'est surtout que je viens juste d'arriver, donc bah, je m'installe et j'essaie de construire un petit nid, comme on dit. Ah, vous jouez de la musique? Oui. Du ukulélé, j'aime ça. Ah, c'est génial. C'est génial. Venez voir. Regardez à l'extérieur, on voit la montagne. C'est trop beau. Moi, je vois juste des meubles ici. Donc, Monsieur Cluzin, Tu peux m'appeler Karim. Hein. Karim, pourquoi est-ce que vous avez déménagé près d'un volcan actif? Bah, en fait, disons que j'ai eu des problèmes avec mon ex-femme, donc j'étais à la recherche d'une nouvelle maison. J'ai fait ça vite. Bah, le bien ici est pas très peu cher, donc c'est assez pratique. Par contre, c'est vrai qu'il est pas très bien situé, quoi. On s'accorde que ce point-là, c'est pas le top. Est-ce que ça vous affecte mentalement, sachant qu'il y a un danger potentiel ici? Je suis plus dans un instinct de survie en ce moment, mais c'est vrai que parfois j'y pense et je sais pas si on m'en fait le bon choix. Alors, c'est quoi le plan d'urgence? Qu'est-ce que vous comptez faire au cas où il y a une urgence et que le volcan se réveille? Ça, si vraiment dans la nuit il y a quelque chose qui se passe, je me réveille, je sais directement où sont les clés, j'ai pas besoin de chercher tout mon trousseau, je prends juste les clés de la voiture, je démarre et je m'envoie à toute vitesse. À savoir que j'ai mis aussi un bidon d'essence dans le coffre de la voiture, ce qui est très dangereux, mais en cas de panne ou quoi que ce soit, je peux toujours être prêt à partir. Et aussi, j'ai une trousse d'urgence, voilà, en cas de problème, en cas de nécessité. Voilà, ça peut peut-être me servir à moi, comme ça peut très bien servir à quelqu'un. Mais espérons que Karim et les autres n'auront pas à abandonner leur maison de sitôt. Car heureusement, la ville travaille fort pour donner le plus de temps possible pour avertir ses citoyens. Présentement, on a au moins 14 stations avec des différents instruments. On a vraiment des technologies très, très avancées. C'est la combinaison de ces mesures-là qui nous donne notre indice de possibilité de l'éruption. Alors, en se basant sur les indicateurs, sur les données ramassées de ces points d'étude, c'est là où on détermine quand on commence à avertir la population qu'il y a une possibilité, une activité imminente ou une éruption imminente. Rendu à un niveau 50, on commence à envoyer des annonces de possibilités. Puis rendu à 85, un indice de 85 points, là, on commence à organiser vraiment l'évacuation. À ce moment-là, il y a des bulletins d'information qui sont envoyés. On a maintenant même un réseau dans les médias sociaux, Twitter, Facebook, où on indique que c'est le temps de préparer des évacuations. Qui est-ce qu'on veut évacuer au juste? Il y a combien de gens qu'il faut évacuer dans ces zones-là? OK, bien bref, comme on s'est dit, on a une zone d'à peu près 5 km qui entoure la montagne, qui avait à peu près 400 000 personnes. On compte que là-dedans, on a une bonne 80% qui sont capables eux-mêmes de s'évacuer, de sortir de la ville ou de le périmètre. Il y a quand même là-dedans 20% des gens de faibles revenus ou avec des difficultés. On a plusieurs institutions médicales. Donc, c'est ces gens-là où il faut vraiment les organiser pour partir, comme l'hôpital général, St. Mary's, Saint-Justin.
Donc ça, il y a comme des protocoles en place pour le transport par ambulance, par autobus spécialisé pour sortir ces gens-là, ainsi que les gens de plus âgés qui ont besoin d'être transportés loin à l'extérieur du périmètre. On pense dans tous les films apocalyptiques, il y a toujours l'embouteillage sur les autoroutes. Ben, qu'est-ce qu'on compte? Mais ça, c'est le cinéma. Ça, c'est pas la vraie vie. Ça, c'est pas des vrais plans d'urgence. Alors, regarde, nous, j'ai dit tout à l'heure, 80% sont capables eux-mêmes de s'évacuer. On a quand même une capacité, avec tous les trains de banlieue du AMT, du CP et CN de Via Rail, on peut quand même sortir 90 000 personnes par jour de la ville. Alors, c'est ces voies-là qu'on privilégierait, on suggérait les gens de prendre. Je pense qu'on aura quand même une bonne réponse en sachant que ça, c'est la façon la plus sécuritaire. Cependant, à la ville, les décisions prises par les élus ne visent pas toujours les meilleurs intérêts de la population. Cette idée-là de construire un méga hôpital dans la zone de 5 km d'un volcan actif, c'est pas la meilleure idée du monde. Mais... Si on est en train de réparer la chaussée en vue du 375e anniversaire de notre ville, on en profite en même temps pour installer des détecteurs de CO2 et d'autres gaz toxiques pour mieux surveiller l'activité volcanique de notre ville. Parce qu'ici, dans le Vieux-Montréal, on n'est pas à l'abri d'un danger volcanique. Donc si on y pense, est-ce que cette ville serait ici si nos fondateurs avaient su qu'il y a un volcan actif juste à côté? Probablement que oui. Oui, parce que bon, c'est le fleuve ici. Hein? On ne pouvait pas se rendre plus loin de toute façon. Il y a la baie de la Chine. On ne pouvait pas naviguer. Donc c'était le point idéal pour fonder une ville, avec une petite montagne pour se défendre au cas d'une attaque. Bon, même si ça n'a pas arrêté l'invasion des Anglais. Difficile de demeurer optimiste face à ce danger omniprésent. La menace se trouve aussi à une dizaine d'autres endroits à l'ouest et à l'est de la ville. Par exemple, à Bromont, où une éruption péléenne est attendue depuis plusieurs millénaires, ce n'est pas une zone de 5, mais plutôt de 25 km qui serait évacuée, si les prévisions des experts s'avéraient exactes. Mais pour l'instant, les Montréalais doivent continuer à mener leur vie tout en restant vigilants, permettant aux volcanologues québécois de jouer un rôle de premier plan dans la prévention des catastrophes volcaniques sur la scène nationale et internationale.